Anges de la mort, muses ou encore des animaux un peu farfelus, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des vies antérieures les plus what the fuck auxquelles j'ai eu l'occasion de me connecter. Oui, Eric. Hello tout le monde, je suis trop ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des vies antérieures les plus étranges, les plus bizarres, celles qui m'ont laissé le plus sur le... quoi possible et imaginable. Je vais faire un petit disclaimer, si vous n'avez pas de croyances ou les mêmes croyances que moi, il n'y a aucun souci, soit on peut en débattre avec respect dans les commentaires, soit vous pouvez tout simplement skip la vidéo, il n'y a personne qui vous oblige à regarder. Aussi dans cette vidéo, je vais aborder des sujets qui parlent pas de vies antérieures qui ont été incarnées dans notre dimension à nous, dans notre planète à nous, entre guillemets. Donc ça va être des êtres un peu de plein d'endroits. Pareil, ça peut être difficile à entendre. Et dans ces cas-là, je vous invite vraiment à ne pas regarder cette vidéo, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui ont envie de partager un bon moment ensemble, c'est parti. La première vie antérieure que j'avais envie de parler, c'est une vie antérieure que je vais qualifier comme ça avec mes mots, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que c'est. Hein. C'est une vie antérieure où la personne était comme un espèce d'ange de la mort. Je vais le qualifier comme ça, mais je suis pas sûr que c'est les termes officiels, entre guillemets. C'est plutôt comme ça ce que ça me donnait. En fait, c'était comme un espèce d'ange qu'on peut vraiment apparenter à un ange de la mort dans le style physique de ce qui m'a été montré. Des ailes noires, un peu débraillées. C'est pas un ange type archange qui a l'air tout beau et tout joli, hein. Bien au contraire. Et c'était un ange, un être plutôt du coup, qui avait pour rôle d'accompagner les morts après leur passage à la mort du coup. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Mais pas les morts et les défunts dont on a l'habitude, plutôt ceux qui étaient vraiment en grande dégradation, ceux qui s'approchaient plus du bas astral en fait que d'un niveau on va dire plus classique pour un défunt et qui s'aventurent vers un bon chemin. C'était quelqu'un, un être plutôt qui avait ce rôle-là en fait dans les rôles des êtres du coup. Ça m'a énormément surpris de voir ça. C'était l'une des premières séances vie antérieure que je proposais pour quelqu'un que je ne connaissais pas, puisque à ce moment-là, j'avais proposé plein de consultations à titre gratuit, bien évidemment, hein, pour des gens que je connaissais, pour m'entraîner, etc. Et là, c'était la première personne qui n'était pas du tout une de mes connaissances. Et quel impact ça avait sur elle, puisque c'est ça le plus important, je trouve, c'est qu'elle voulait du coup toujours elle avait toujours eu un lien bizarre avec la mort. Elle voulait toujours parler de la mort, sentir la mort, être en présence de la mort. C'était pas du tout quelque chose par lequel elle était pas familière. Cet être, à la fin de son incarnation dans ce type d'existence-là, c'est très particulier pour moi de parler de ce genre d'être, puisqu'on n'est pas sur des réalités d'incarnation que je connais, que j'ai l'habitude. Faut bien savoir que là, je vais prendre des cas un peu extraordinaires pour illustrer cette vidéo, hein, mais que d'habitude, les consultations sont pas aussi extravagantes que ça. Quoique de temps en temps, une fois de temps en temps, j'ai une petite extravagance et c'est toujours très intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de le partager. Bref, je m'égarde. Je m'égare surtout. Bref. Dans cette vie-là, du coup, elle pensait beaucoup à la mort, c'était quelque chose qui occupait beaucoup son esprit. Et c'était pas des idées morbides, c'était pas des idées sombres de j'ai envie de passer à l'action, c'était quelque chose de très énigmatique pour elle et quelque chose avec laquelle elle sentait un bon lien. Dans cette vie-là, du coup, cet être, à la fin, en avait un peu marre de s'occuper des défunts dégradés, de ceux qui s'approchaient du bas astral, d'essayer de leur montrer le bon chemin, et ça l'a rendu un peu triste. Et dans la vie de la personne qui est venue me consulter, pareil, elle avait un sentiment de tristesse par rapport à la mort, mais pas du fait d'avoir perdu des gens, puisque de ce qu'elle m'avait dit, elle avait déjà connu la mort et c'était pas quelque chose qui l'avait plus perturbé ça, mais plutôt de se dire que peu importe ce qu'on puisse faire, hein, c'est précis comme réflexion mine de rien, que peu importe ce qu'elle pouvait faire, il y a des gens qu'elle pourrait pas aider dans la mort, et bien évidemment pour 1 euro de plus, on va dire, elle avait des capacités de passeuse d'âme, et c'est quelque chose qu'elle faisait et qu'elle pratiquait beaucoup en amateur, hein, mais c'est quelque chose qui se produisait dans sa vie. Donc c'était une vie antérieure qui était très intéressante, et je crois que c'était la première vie antérieure que j'ai captée
Bah là, on peut même plus parler de vie parallèle qu'antérieure de toutes les façons, puisque là, on est sur une réalité, une vérité complètement différente de par les vies que j'ai l'habitude, on va dire, plus fréquemment de croiser, quoi. Mais c'était très particulier et je peux vous assurer que même moi en tant que praticien, quand je défilais la vie au fur et à mesure et que j'expliquais ce que je ressentais, ce que je voyais, j'étais un peu genre d'accord, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je crois que c'est plutôt normal, même moi aujourd'hui, il y a des fois où je vois des trucs et où je suis encore choqué et où je suis encore surpris, mais pas parce que de toute façon je ne sais pas tout et je crois que je saurai jamais tout, que c'est très bien comme ça. Et du coup, il y a encore des fois où même moi je suis surpris, où je me dis ok, et même moi des fois où je finis des séances, je me dis non, mais là je suis peut-être un petit peu fou, va peut-être falloir que je contacte l'hôpital psychiatrique le plus proche, quoi. Mais bon, ça fait partie de mon métier. La deuxième vie antérieure que j'avais envie de vous raconter, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus doux, on va dire, et d'un petit peu plus délicat, on va dire. C'est une vie antérieure où j'ai vu que la personne, c'était encore un être du coup plutôt spirituel, et c'était dans cette vie-là, alors ce que je vais qualifier comme muse. Alors pour moi, une muse, c'est un être qui vient inspirer les gens. Dans ma croyance et dans ce que je pensais que c'était les muses plutôt dans les croyances que j'ai vues dans les films, dans les séries, etc. Bah pour moi, une muse c'était un être qui venait inspirer la créativité et qui venait inspirer voilà plutôt le côté artistique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc dans la consultation où j'ai vu cet être-là, on a fait d'abord une autre vie antérieure humaine incarnée avec des tenants et des aboutissants que je pouvais beaucoup plus alors comprendre en tant qu'humain, je parle, hein, pas en tant que médium, puisqu'en tant que médium, les informations me parviennent. Mais voilà que je comprenais, bon, à peu près le boulot métro dodo, quoi. Et puis juste après, il y a cette vie-là qui s'est présentée, donc ce que je voyais, c'était vraiment un être qui pouvait ressembler à l'image populaire qu'on a des fantômes, un peu transparent, etc. Sauf que c'est pas comme ça que je vois les défunts. Et c'était un être qui accompagnait les personnes quand elles étaient par exemple dans des églises, quand elles étaient dans des moments où elles demandaient de l'aide, où elles demandaient des ressources, mais plutôt tournées vers des êtres spirituels ou des êtres énergétiques. Donc j'entends par là, bah, en l'occurrence, dans ce que m'a montré cette vie-là, c'était des personnes qui allaient à l'église et qui priaient Dieu, mais ça pouvait être aussi des personnes qui étaient simplement chez elles et qui étaient dans des moments de détresse et qui avaient besoin d'un coup de boost et d'une bonne idée, en fait, d'une bonne inspiration finalement pour trouver quelque chose qui va les sortir de la situation qui est douloureuse pour elles. Je la voyais apparaître en fait et je la voyais de sa simple présence et de sa simple énergie. Je la voyais tendre le bras. Je pense que c'est quelque chose de plutôt symbolique plutôt que quelque chose que l'être faisait vraiment, mais tendre le bras et inspirer l'autre à trouver des solutions. C'est ça qui m'a vachement surpris, c'est que c'était pas tourné vers l'art, c'était pas, en tout cas, dans ce que j'ai vu, ça veut pas dire que, je suis pas en train de dire j'ai vu qu'une fois une muse, donc ça veut pas dire que toutes les muses fonctionnent comme ça. D'ailleurs, le terme muse, c'est moi qui l'ai utilisé, c'est moi qui l'ai sorti pour décrire au mieux ce que je voyais et ce qu'on me montrait. Mais c'était vraiment un être énergétique qui venait participer à une aide, participer à une réflexion, en inspirant l'autre et en ayant une bonne idée qui les sorte un peu de la merde dans laquelle ils se trouvent, quoi. J'avais cet exemple de cette femme qui venait prier, comment dire, depuis des années dans l'église, et c'est comme si cet être, elle l'avait à un moment donné entendu son appel parce que ça faisait comme une résonance énergétique où l'autre venait entendre l'appel, elle se positionnait et de sa simple présence, de sa simple énergie quelque part, elle venait inspirer l'autre. Et ce que ça avait inspiré à cette femme qui venait énormément prier pour ses problèmes, etc. Ça peut paraître bête et simple en l'occurrence, mais c'était juste de lâcher prise en fait et de se dire en fait je vais accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Et ça faisait des années qu'elle priait, des années qu'elle n'avait pas pensé à ça. Et ben là, cette prière-là l'a aidée en fait. Il y a un autre cas où la prière, où la présence de la muse plutôt, et le fait de demander une présence, une aide plutôt, ça a permis aux gens de trouver des solutions aussi très concrètes, d'être inspirés. J'avais vu un truc en rapport avec des terres, des personnes qui avaient des terres la terre fonctionnait plus, je sais plus comment on dit, n'était plus trop fertile quoi, et ils ont réussi à trouver une solution due à la présence de cet être. Alors,
Je suis pas du tout en train de remettre ou pas la présence de Dieu en question. Je suis pas du tout en train de dire que quand on fait des demandes, c'est forcément des muses qui viennent nous répondre. Je suis pas du tout en train de dire que toutes les muses fonctionnent comme ça. Je préfère être très clair. C'est juste qu'on m'a montré à un moment donné pour une vie, pour une incarnation du coup, parce que c'est un être quand même qui est un petit peu désincarné, donc c'est ça qui est un peu étrange, mais voilà, je vous dis juste ce qui s'est passé pour moi et ce que j'ai ressenti. Et c'était super intéressant, puisque c'est ça le plus intéressant, c'est du coup quel lien ça a sur la personne qui vient me voir. Et ben, c'est un lien de frustration pour la personne qui vient la voir, parce que cet être, à un moment donné, s'est dit, en fait, c'est bien d'inspirer l'autre, je l'inspire à mon niveau, je l'aide à mon niveau et je l'accompagne à mon niveau, mais j'ai pas cette sensation d'avoir un impact réel et concret sur l'autre. Et je veux aller m'incarner pour aider les gens concrètement, de manière très tangible en fait, et très incarnée. Et du coup, ça donne deux choses. La première chose, c'est que la personne dans cette vie-là, elle a toujours envie d'aider l'autre, elle a toujours envie d'être présente pour l'autre. Et quand elle n'arrive pas à les aider ou à les inspirer, bah, elle se sent frustrée et elle aime pas ça. Enfin, elle sent que sa place, c'est vraiment dans l'aide à l'autre. Et pour 1 euro de plus, elle est infirmière et elle aide du coup bah, les gens dans son quotidien, dans des trucs très concrets, très terre à terre. Il n'y a rien de plus matériel, je trouve, et de plus concret et de plus terre à terre qu'être dans la médecine, du coup, hein, forcément. Et c'est l'un des moyens qui fait qu'elle aide les gens, parce que pour elle, ça participe, enfin au moment où je l'ai eu en séance, en tout cas ça participait à sa manière de concevoir les choses et d'aider l'autre, mais c'était pas tout. Et elle avait envie aussi d'aider l'autre d'une manière complètement différente, et c'était le chemin qu'elle s'apprêtait à prendre concrètement. Voilà un peu pour cette vie-là. Pour la prochaine vie, j'ai envie. Alors, je vais vous en faire plusieurs d'un coup et vous dire ce qu'il en reste, puisque ça va être un petit peu moins extraordinaire, mais c'était quand même des séances pour moi. J'ai dit waouh, c'est hyper intéressant quand même, mine de rien. Donc, on va parler d'animaux, du coup, et de la chance que j'ai eue de vivre certaines vies dans lesquelles les personnes, elles étaient des animaux, du coup. Et je vais surtout vous décrire le ressenti que j'avais, ce que j'ai perçu et à quel point c'était extraordinaire. J'ai une sensibilité très particulière aux animaux de toutes les façons. À chaque fois que, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais à chaque fois que j'ai une consultation dans laquelle je me connecte à des personnes enfin des âmes plutôt, qui ont eu des vies antérieures en tant qu'animaux, c'est toujours une grande chance pour moi de me retrouver dans la peau de ces derniers. Donc, j'ai eu une vie antérieure où je me suis connecté à une personne qui était un lézard dans une vie antérieure. C'est pas un animal que je portais forcément dans mon cœur avant cette séance. C'est pas un animal dont j'avais peur ou qui me provoquait quoi que ce soit avant, on va dire, cette séance. Et quand je me suis connecté, j'ai découvert un animal qui était hyper intéressant. Physiquement, j'étais ultra relié aux sensations corporelles que j'avais, et c'est comme si je sentais que chacune des écailles pouvait bouger et se modeler en fait à l'endroit dans lequel j'avais besoin de passer. J'étais aussi super rapide. Pour moi, humain incarné, on va dire, j'ai jamais connu ce genre de rapidité là. J'ai déjà, comment dire, je sais pas, pris l'avion par exemple, on est très rapide mais on sent pas la vitesse à ce point-là. J'ai déjà fait du kart par exemple, du karting, je sais plus comment on dit. Et pareil, on sent la vitesse mais on la sent pas de cette manière-là. Là, c'était une vitesse qui était beaucoup plus frangée, beaucoup plus directe, et je me souviens vraiment de cette sensation de que chaque écaille passait d'une certaine manière et que j'étais super en reliance avec mon corps en fait, et que finalement être un lézard c'est super chouette. D'ailleurs depuis, à chaque fois que je vois des lézards, je repense à cette personne, je repense à cette vie antérieure là, et maintenant je les trouve super mignons et je me dis ça doit être trop agréable. En tout cas, c'est un lien avec le corps que, moi surtout avec mes difficultés de rapport au corps, j'ai pas encore expérimenté dans cette vie-là, et qui est trop agréable et trop génial, et vraiment, c'est une expérience que je voudrais faire vivre à plein de gens, parce que c'était trop agréable. Je vais pas vous donner les tenants et les aboutissants de cette vie, puisque ça demanderait d'aller dans l'intimité et de la personne, de ce qui s'est passé, mais c'était hyper intéressant aussi. La chose que je vais vous dire, c'est que dans cette vie antérieure-là, le lézard était un lézard mâle, du coup, et si je me souviens bien, oui, et il avait cette responsabilité d'avoir alors des enfants lézards, mais je sais pas comment on les appelle, hein. Et ça lui, c'est pas une vie où c'est pas comme nous quand on décide de faire des enfants, où voilà, c'est un choix qu'on va conscientiser, bon ou pas d'ailleurs, mais on va globalement y penser, globalement y réfléchir. Est-ce que je veux des enfants? Oui, non. Lui, ça lui a un peu tombé sur le coin du museau, du coup.
Et ça a été vraiment une charge de responsabilité pour lui. Et on retrouve une problématique avec le fait de partager sa vie de lézard avec une autre lézarde, du coup. Et on retrouve une problématique autour de l'amour qui s'est retrouvée dans d'autres vies, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de vie antérieure, et qui s'est retrouvé dans la vie de la personne du coup. Mais c'est intéressant de voir aussi que finalement les animaux, à leur niveau, parce que ce qu'on me transmettait dans cette vie-là, c'était pas le même niveau que nous. C'était pas le même niveau de conscience, c'était pas du tout l'amour. Enfin, quand on a parlé d'amour et de ce qui leur restait, c'était pas comme nous quand on a une rupture amoureuse ou quand on cherche à tomber amoureux de quelqu'un ou à connaître cette sensation de couple. C'était vraiment différent et c'était vraiment particulier. Désolé, le cadre tombe, je vous laisse deviner qui est responsable. Numéro un moi, numéro 2 mon chat. Euh, voilà pour cette vie. Une autre vie que j'ai eu la chance d'expérimenter en tant animaux, c'était la vie antérieure de... Coucou tête, il va dire bonjour. C'était la vie antérieure d'une chauve-souris. Alors c'était hyper intéressant, c'était hyper génial aussi. Là j'ai vraiment ressenti ce que ça faisait, alors à la piètre échelle de ce qu'on m'a montré bien évidemment, mais j'ai ressenti ce que ça faisait de voler en fait et de... Alors c'était pas aussi agréable que ce que je m'attendais. Euh, parce que les chauves-souris elles volent pas, ça m'a donné un peu le mal de l'air en fait, parce que les chauves-souris elles volent pas droite, elles sont pas, c'est pas ce qu'on s'imagine. J'aurais bien aimé peut-être un autre oiseau ou qui vole et c'est trop chouette, mais c'était pas le cas là en l'occurrence. Ça m'a donné un peu la tête qui tournait parce qu'elles étaient toujours en train de faire des boucles et des sens, etc., etc. Ce que je retiens de cette vie, au-delà de ça, qui était quand même une expérience chouette mais un peu désagréable, c'était l'appartenance à un groupe. C'est ce que m'a montré la chauve-souris. En lien bien évidemment avec la personne qui venait me consulter, parce que c'est toujours en lien avec les personnes qui viennent me consulter. Très, euh, très étrange de se connecter à ça pour une chauve-souris. C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, mais il y a des animaux qui vivent en meute ou en groupe, et la chauve-souris en faisant partie, c'était une chauve-souris qui a eu du mal à trouver sa place parce que quand on est, enfin de ce qu'elle m'a montré, quand on est un animal, en tout cas une chauve-souris dans ce groupe-là, on a un groupe, on a une place, je veux dire qu'on doit respecter dans le groupe, on a entre guillemets un rôle à jouer quoi, et chaque chauve-souris, pas évident de dire ça, a son rôle à jouer et elle a joué son rôle, mais c'est comme si ça a créé des espèces d'interférences avec le bon désir de... Comme cette espèce de vouloir de liberté en fait. Au début c'était quelque chose qu'elle vivait bien et puis à la fin de la vie elle s'est dit ce serait bien quand même de juste pouvoir me rendre là où je voulais et d'être un peu seule. J'espère que mon chat vous dérange pas trop parce qu'elle est en train de mordre une partie du micro. Bon, j'espère que si vous l'entendez en tout cas c'est agréable. Et dans cette vie-là, ça a créé ce décalage de je sais pas si j'ai vraiment envie d'appartenir à un groupe pour la personne. Et elle avait toujours du mal à faire partir d'un groupe, à faire partie d'un groupe plutôt. Et à chaque fois qu'elle faisait partie d'un groupe, elle avait toujours ce besoin de liberté, elle avait toujours l'impression qu'on lui enlevait une partie de sa liberté, ce qui n'est pas forcément la réalité. Entre le ressenti et ce qui se passe, c'était pas forcément le cas, mais c'était ce que ça lui provoquait, et de venir savoir ça, c'était, comment dire, c'était juste chouette, et ça lui a permis de désamorcer quelque chose, un peu de manière assez simpliste en fait, mais qui lui a fait du bien. Et la dernière vie des animaux dont j'ai envie de parler dans la catégorie animale, c'est, comment dire, un crocodile. J'ai eu la chance d'expérimenter ce que ça faisait d'être un crocodile. Alors, deux salles, deux ambiances. On est sur quelque chose qui m'a fait... c'était une séance qui était particulièrement agréable, bizarrement ou pas. Déjà, corporellement, pareil, on retrouve cette surconnexion à soi qui était hyper agréable et hyper... cette connexion à son corps qui était très agréable. Il y a un truc qui était super chouette dans la vie d'un crocodile, enfin, dans la vie plutôt de ce crocodile-là, hein, parce que je parle que de mes expériences et de ce que j'ai vécu. C'était le fait de pouvoir choisir entre être un animal entre guillemets sous-marin et aller sur Terre. C'est pas quelque chose qui faisait beaucoup d'aller sur Terre et de marcher, mais des fois ça lui faisait du bien d'aller sur Terre quoi. Ça se déroulait dans un pays où ça devait être assez humide le climat, parce qu'il y avait dans cette ville-là du coup une relation avec l'eau qui était particulière, et donc pour la personne qui est venue me consulter elle m'a dit je comprends mieux d'où ça vient, mais d'amour, un peu d'amour et de haine envers l'eau. En tout cas, en tant que crocodile, c'était un kiff.
Et puis ce truc aussi de... Et ça, c'était le truc que j'ai retenu, je me suis dit, mais c'est tellement... Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, et je me suis dit, mais vraiment, mais c'est trop... Mais improbable en fait de transmettre ce genre de message. Ce qui était trop agréable en tant que crocodile, c'est de se faire craindre. C'était d'être craint par les autres. Je me suis vraiment senti dans une espèce de lac en fait, et voguer comme ça. Et j'ai vraiment senti que ma présence instaurait un climat de peur, instaurait un climat de crainte pour certains animaux, hein, bien évidemment. Et ça, c'était hyper intéressant, un peu cette sensation d'être un prédateur en fait. Ça c'était, pour ce crocodile là en tout cas, c'était hyper intéressant et c'était hyper agréable. Et ça déclenchait un sentiment de supériorité et de pouvoir qui était juste trop chouette. Et en l'occurrence, pour ce crocodile, parce que c'est important pour moi de le ramener à des choses un petit peu plus concrètes, on va dire, et plus en lien avec la personne, dans l'histoire de son âme, ça avait vachement un lien, en fait. C'était une personne qui, dans sa vie, avait du mal à expérimenter le fait de s'affirmer, le fait d'être dans le pouvoir de sa vie, le fait de réussir à être dans une forme de domination, mais pour le coup assez positive de sa vie. Elle était toujours un peu soumise, c'était toujours un peu compliqué. Et elle a vécu plein de vies avant celle du crocodile, alors même si le temps est un peu floué, on va dire, de l'autre côté. Mais dans le cycle de son incarnation, avant cette vie de crocodile, elle avait vécu plein de vies où c'était complexe pour elle d'être dans la domination. Et cette vie, ça a comme été une vie de recharge en fait, où elle a pu souffler un peu et très spontanément et très naturellement. euh, ben vivre cette expérience en fait, parce que j'ai jamais expérimenté un animal qui avait beaucoup de conscience de soi, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Juste dans les séances que j'ai, souvent ils vivent leur expérience et ce qu'ils ont vu de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus spontanée que nous. Ils ont pas, j'ai pas encore rencontré d'animal, mais je suis pas fermé à l'idée, hein, qui réfléchissaient de la même manière que nous, et ça leur permet souvent de vivre des expériences de manière la plus simpliste possible en fait. Des fois c'est des expériences qui peuvent être violentes aussi, hein, mais là en l'occurrence c'était pas le cas. Euh, et c'est surtout que ça a fait beaucoup de bien à l'âme de vivre cette vie un peu dans juste la tranquillité d'être, alors effectivement d'être un peu craint, etc. Mais oh, ça lui a fait un bien fou. Et ça a aidé la personne qui vivait cette thématique-là, en fait. Et ça lui conférait cette ressource, ce qui est aussi très intéressant pour la personne. Et enfin, la dernière vie dont j'ai envie de parler. Alors là, je vais mettre une grosse mise en garde et un gros trigger warning. C'est la vie la plus what the fuck que j'ai eue. Euh, et si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui concerne de près ou de loin les araignées, quittez cette vidéo, on va parler de ça. Ok, donc contexte, parce que c'est important je trouve, c'est la première séance que je donne en tant que professionnel dans la médiumnité. Euh, je me lance, je propose des séances, et quelques semaines ou mois après ça, il y a une personne qui vient me voir pour une séance vie antérieure, et je tombe sur cette vie antérieure là. Autant vous dire que sur l'instant, je me suis dit, si toutes les séances sont comme ça va être très étrange d'être médium au quotidien. Dans cette vie antérieure-là, la personne, elle a été une araignée. Sauf que, je sais pas si vous connaissez Harry Potter 2 et Aragog, voilà, c'était exactement ça que je voyais. Alors c'était pas Aragog dans Harry Potter, attention, hein, mais c'était vraiment une aussi grosse araignée que ça. C'était pas du tout dans notre dimension, c'était pas quelque chose qui se passait pour nous ici et maintenant, hein. C'était pas une araignée, une mygale du Mexique quoi, ou de l'Australie plutôt, parce qu'il y en a beaucoup là-bas, ou des petites mygales de campagne quoi. Non, non. Et alors, c'était très what the fuck parce que plus je défilais la vie, plus je me disais, mais là, mon pote, t'es malade, peut-être que c'est pas le moment encore de te lancer, peut-être qu'il faut retarder un petit peu le truc, peut-être qu'il faut aller faire un tour chez les messieurs en blanc, tu vois, ça peut peut-être te faire du bien, quoi. Et, mais bon, je prends le pari, entre guillemets, en séance de dévoiler tout ce que je vois et tout ce qui se passe pour moi, aussi bizarre que ça puisse être même pour moi, hein. Et dans cette file-là, c'était une araignée qui était comme dans une... Enfin, une grosse araignée, du coup, hein, qui était comme dans une espèce de guerre de clans, et qui faisait une guerre, du coup, à un autre clan. Et c'était pas forcément son désir et son vouloir. Elle a été un peu engendrée dans une forme d'armée parce que elle avait pas trop le choix. Et à un moment donné dans cette vie-là, elle a fait partie des déserteurs. En fait, elle est partie parce que c'est devenu trop violent pour elle, trop complexe pour elle. Et elle est partie, elle a fui. Elle est partie en désertion, elle s'en est beaucoup voulu de fuir, elle s'en est beaucoup voulu parce que c'était quelque chose pour lequel elle a beaucoup culpabilisé, un peu d'abandonner le front.
Et dans cette vie-là, ce que je ressentais et qui était très particulier, c'était qu'il y avait beaucoup d'émotions et de sentiments. Faut essayer de se mettre à ma place aussi. Quand je dévoile ce genre de message, je suis... Alors, d'un côté, j'adore, d'un côté, je trouve ça fascinant, et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, j'arrive à me laisser porter par la vie, mais à ce moment-là, je suis vraiment en mode, mais enfin, c'est complètement what the fuck. J'aurais jamais pu imaginer qu'il y avait ce genre de vie peut-être dans d'autres dimensions, du coup, hein, parce que là, ça s'agit pas de notre dimension, c'est sûr et certain. Et, et en fait, elle a vécu après dans une forme de culpabilité, de tristesse, de nostalgie, où elle se rongeait beaucoup le sang, où c'était complexe pour elle, et elle est morte un peu de cette manière-là. Et dans cette vie-là, elle a vécu du coup juste après ça dans la solitude, puisqu'elle ne pouvait pas regagner les rangs, entre guillemets, elle avait peur de se faire reconnaître, enfin il y avait des enjeux qui étaient particulièrement compliqués. Et du coup, elle est jamais retournée au front, et elle est morte un peu dans sa culpabilité, quoi. Ce que ça conférait chez la personne, c'était alors plusieurs choses. Euh, la première chose, c'était ce truc de culpabilité, mais à l'inverse de jamais fuir, d'avoir peur de fuir, d'avoir peur de partir, d'avoir peur d'être abandonné et d'abandonner, en fait. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de points. Alors bien évidemment, l'araignée en elle-même, bon, pas bof, hein, en termes de... C'est difficile de s'identifier, hein, je peux comprendre, mais par contre, tous les autres points lui parlaient énormément. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait toujours... Alors elle avait un peu peur de l'abandon, mais ce qui était particulier, c'est qu'elle avait autant peur d'abandonner elle que de se faire abandonner, donc ce qui était très particulier. Euh, et, euh, et voilà, c'était quelqu'un aussi qui n'aimait pas fuir, qui voulait toujours rester un peu au péril de sa santé mentale, quoi. Elle se trimballait un peu la culpabilité, la tristesse et la nostalgie de cette vie-là. Et je pense que d'avoir eu ces informations, ça lui a aussi fait du bien. Et ça lui conférait aussi, mais alors c'est un peu... alors c'est pas que grâce à cette vie-là, attention, hein, de toute façon, tout n'est pas lié que aux vies antérieures, c'est toujours en lien avec qui on est. Ça lui conférait aussi une ouverture d'esprit assez particulière parce que moi, en tant que praticien, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, c'est complexe. Et elle, ça l'a pas forcément surpris. Enfin, elle semblait pas si choquée ça et si surprise. Pourtant, Dieu sait que c'était surprenant. Voilà un peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que cette petit instant passé ensemble t'aura diverti. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions en commentaire. Encore une fois, je rappelle que ce que j'ai vu n'est pas une vérité générale, c'est la vérité de la séance à ce moment-là T précis, et que quand je me connecte aux vies antérieures, en plus j'ai accès à une partie de la vie, hein. Je peux pas, malheureusement, il me faudrait une vie pour faire toute une vie sinon, donc il y a quand même qu'une heure, donc il faut comment dire, avoir un maximum d'infos en revenant. Donc c'est qu'une petite partie de ce que j'ai vu, mais j'avais trop envie de te le partager. N'hésite pas à commenter, à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne pour me soutenir, et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao ciao.